avez publié chez Maison de Vie une franc-maçonnerie dévoyée par l'ego. Ma première question, c'est ce titre. Pourquoi ce titre? C'est quand même un peu provocateur, non? Bon, un peu, mais je crois qu'on a besoin aussi, en franc-maçonnerie, de se réveiller. Et donc, ce livre a pour objectif de réveiller les esprits et de permettre aux gens de revenir vers ce que j'appelle l'esprit maçonnique, qui a été dévoyé par des habitudes plus ou moins contestables, même très contestables pour certaines. Vous faites un constat de dégradation. Alors, euh, quel est le nombre véritable d'initiés sur 175 000 recensés, d'après vous? Vous êtes en train de me dire, sur 160 75 000? 175 000 personnes, combien y aurait-il de véritables initiés? C'est bien la question? Ah ah, elle est rude celle-là. Ou euh, si je vais être très pessimiste et je vais me faire éreinter là, mais je dirais 5 à 10 000. Écrivez dans votre ouvrage, la sagesse initiatique serait un état limite. Il faudrait que vous m'en disiez plus là, que vous expliquiez un peu cette phrase. La sagesse, c'est un idéal, c'est un peu le point de convergence de Teilhard de Chardin. Et donc, comme toute limite, c'est quelque chose, moi le mathématicien, je suis habitué à parler de limite, et la limite, c'est quelque chose qui n'est pas atteint. On s'en approche, on s'en approche, on s'en approche, mais on ne l'atteint jamais. La franc-maçonnerie, est-ce qu'elle est démocratique, aristocratique ou oligarchique? Les trois. Euh, elle est, elle est oligarchique. Je vais commencer par la fin. Elle est oligarchique parce qu'on s'aperçoit que finalement, c'est toujours une minorité de gens, mais comme partout, hein, comme dans les syndicats, comme dans les hommes politiques, il n'y a pas de renouvellement à la tête. C'est une, une caste qui se reproduit, qui se coopte un petit peu, certes, mais c'est toujours les mêmes qui sont à la tête. Donc, c'est une oligarchie, hélas. C'est une aristocratie. Alors là, je vais repartir. Ça devrait être démocratique puisque cela s'adresse théoriquement à tout le monde, mais il y a des handicaps qu'on franchit difficilement. Par exemple, payer une cotisation qu'ils appellent une capitation, c'est pas donné à tout le monde. Donc, clac, on coupe déjà dans la population. Ensuite, il faut, c'est vrai, avoir une capacité d'analyse, une capacité de réflexion, une capacité de discussion, une capacité de pédagogie. Donc, tout le monde ne peut pas. Et donc, on arrive à découper dans la démocratie toute une partie qu'on va appeler une aristocratie. J'aime pas trop le mot, parce que ce mot introduit une dérive égotique. On n'est pas supérieur, on sait faire plus de choses que d'autres, c'est tout. Quand je veux faire râler les tenants des grades supérieurs, je parle évidemment des grades du 4 au 33 dans le R2A, par exemple. Je dis les grades postérieurs. J'ai dit pour moi, il y a trois grades, le premier, le second et le troisième, et ça s'arrête là. Oui, je dis, mais les grades à partir, les 10 grades à partir du quatrième, pour moi, ce sont des déclinaisons du troisième. Comme disait Oswald Wirth, ce sont des ateliers de répétition. Il était encore plus dur que moi. Est-ce qu'une entité maçonnique peut être propriétaire d'immeubles, bien sûr, et pourquoi pas de rites? L'immeuble, oui, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, je le dis dans mon bouquin parce que c'est une association, une entité maçonnique, théoriquement. Si elle est propriétaire de, d'immeubles, il faut prier pour elle qu'elle ait la pérennité. Parce que si jamais un jour elle déposait son bilan, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'immeuble revient non pas
aux associés, parce que ce ne sont pas des associés, ce sont des membres, l'immeuble revient à l'État. Point barre. Bon, alors ensuite, la deuxième question portait sur la propriété du rite. Là, c'est intéressant parce qu'évidemment, il y en a qui se prétendent les propriétaires du rite. Alors, le premier rite, ça dépend de quel rite. Il y a la concurrence. Moi, je connais bien les tribulations du rite écossais ancien et accepté. C'est un très bon exemple. Le premier rite, à ma connaissance, que d'ailleurs j'ai utilisé avec d'autres frères pour créer, il y a 7 ans maintenant, le Suprême Conseil d'Aquitaine, c'est le rite 1804, qui appartenait au cantorien de France. C'est lui qui l'avait créé. Ben oui, il l'a créé, et il en a été propriétaire, mais comme tous les propriétaires de livres, pas d'idées, même on n'est pas propriétaire des idées, mais on est propriétaire des écrits, ben, c'est 70 ans. Autrement, 1804 plus 70, ça fait 1874. À partir de 1874, le Grand Orient n'en est plus propriétaire. Le Suprême Conseil de France peut faire un rituel qui modifie chaque année. Il en est propriétaire pour 70 ans, mais il n'est pas propriétaire du 1804. Personne n'est plus propriétaire des rites, en réalité. Si la maçonnerie n'était pas propriétaire, qui cotise et pour quels locaux et quelle transparence? Ah, c'est intéressant. Alors, venons au niveau du terrain d'abord, parce que l'essentiel de la franc-maçonnerie, les structures fondamentales de la maçonnerie, ce n'est pas les obédiences, ce n'est pas les suprêmes conseils qui sont des artefacts, quasiment, euh, ce sont les loges. Alors, euh, l'association gère une loge. Après, on a une association qui gère une fédération, mais l'association va gérer une loge. L'association pourrait gérer une loge et elle pourrait en même temps avoir une section de pétanque. La loge n'est qu'une section d'activité. Il faut bien le comprendre. Et c'est là, effectivement, la grosse supercherie que je dénonce dans mon bouquin, c'est qu'il y a une confusion des gens. On fait croire aux gens que la loge est maître à bord. Non, c'est l'association. Et donc, un budget associatif pour une obédience permet d'avoir une cotisation qui est, bon, si je prends l'exemple que je connais du Suprême Conseil d'Aquitaine, c'est 180 € pour tout faire, pour tout faire. Et les frères et les sœurs qui sont dans les superstructures s'aperçoivent que la cotisation, elle est plus de 180 €. Hein, et de beaucoup. Donc, où passe le reste? Il faut bien payer les voyages à l'étranger. Oula, oula, oula. Ça, c'est effectivement dans mon bouquin, je cite les, les voyages parce que c'est lui qui les a cités dans un discours qu'il a passé au convent d'un Un grand maître. prêtre d'une obédience bien connue. On est impressionné. Il a fait 3 fois le tour du monde en 3 ans. C'est sympa. Moi, ça m'irait parce que hôtel 5 étoiles, euh, le voyage au frais de la princesse, ma foi, je me demande jusqu'à quel point le fisc ne pourrait pas y regarder de plus près. Et il y a une deuxième partie de votre ouvrage qui concerne les espérances et donc les améliorations. L'un des points importants dans la franc-maçonnerie, c'est la fraternité. Et seulement, il y a la fraternité institutionnelle et il y a la véritable fraternité. C'est pas parce que je croise un franc-maçon et que je lui dis bonjour mon frère alors que je ne le connais pas, que j'ai une attitude fraternelle par rapport à lui, sinon une attitude de fraternité institutionnelle. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que la fraternité? La fraternité,
c'est une attitude et une action, et entre deux personnes, elle n'est pas symétrique. Il y a celui qui pratique la fraternité et il y a celui qui en bénéficie. Donc c'est unilatéral et c'est très subtil parce que, comme le dit fort justement le rituel, on doit pratiquer, quand on fait le bien, on le fait sans ostentation, on le fait par amour, par altérité, on ne le fait pas pour se valoriser. Et donc, la fraternité qu'il faut pratiquer, c'est d'abord être attentif à l'autre. Donc, c'est l'empathie. On a besoin d'une empathie. Et quand je vois l'empathie, si je faisais des statistiques sur l'empathie, bon, on pourrait être peut-être un peu déçu. Euh, L'empathie, et quand je ressens que quelqu'un a un besoin, essayer de l'aider, mais attention, sans le froisser, sans le blesser. En analyse transactionnelle, on explique que pour aider l'autre, aussi surprenant que cela puisse paraître, il faut pas faire plus de 50% du chemin. Sur les améliorations, vous, dans votre ouvrage, vous parlez des traités d'amitié et de visite. Ça, alors, c'est du pipeau, parce que les traités d'amitié, ce sont des traités d'exclusion. Si je passe un contrat, si nous deux, nous passons un contrat sur n'importe quoi, ben, par exemple, j'ai un champ avec beaucoup d'herbes, et vous, vous avez besoin de faire brouter vos animaux, vos vaches, par exemple. On passe un contrat. Donc, vous avez le droit de faire brouter vos vaches, mais ce faisant, tous les autres n'ont plus le droit de faire brouter les vaches. Autrement dit, quand il y a un contrat, comme on qualifie abusivement d'amitié entre euh, deux structures euh, maçonniques, pardon, je cherchais mon mot, eh bien, en réalité, ça veut dire qu'on exclut les autres. Voilà. C'est exactement le contraire de l'universalité de la maçonnerie. C'est scandaleux. Pierre Audureau, bravo, bravo pour cet ouvrage. Merci d'avoir répondu à mes questions et merci d'avoir complété le pamphlet constat par une partie espérance des Lumières. À très bientôt sur iram.be et sur 450 FM.